Alors, nous allons maintenant, après ces petites actualités, car quand même, malgré mes occupations incessantes, il fallait tout de même que je vous parle un petit peu d'actualité. Nous allons rester dans une actualité qui nous mène par-delà les mers, au Moyen-Orient, et plus spécifiquement dans ce pays où il se passe aussi des choses étranges et où la diplomatie française n'a peut-être pas, vous nous le direz, pris exactement la mesure de la réalité de la situation. Donc je vais laisser la parole à Charles de Meyer et Benjamin Blanchard. Alors, pour la diplomatie française en Syrie, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'existe plus. Il n'y a plus d'ambassade de France en Syrie. Nous avons vu un pays plein de paradoxes. Nous avons déjà vu les chrétiens à qui nous avons pu distribuer 4 tonnes de jouets, de vêtements et de couvertures dans des moments particulièrement forts. Grâce notamment aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous remercions une nouvelle fois pour leur générosité. Nous avons pu les distribuer dans des patriarcats. Alors, où étiez-vous si vous avez fait un périple ou bien vous avez... Alors, nous n'avons pas pu faire de périple pour des raisons de sécurité. Nous sommes arrivés à Damas depuis Beyrouth, par la route, puisqu'il y a, je crois que Charles de Meyer m'arrêtera si je me trompe, mais je crois qu'il y a une seule route pour accéder à Damas qui est sécurisée. Donc, c'est via la plaine de la plaine de la Beka. Oui, que j'ai visité avec beaucoup de... Voilà. Et d'ailleurs, quand nous avons traversé cette plaine de la Beka, je dois avouer que nous n'en menions pas large. Si dans tout le voyage, il y a un moment où nous avons eu peur, c'est peut-être à ce moment-là, puisque nous approchions de la frontière et on nous avait tellement mis en garde avant de partir, et notamment la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères qui avait appelé Charles de Meyer la veille. La cellule de crise du Quai d'Orsay m'a appelé et m'a décrit exactement l'inverse de tout ce qui s'est produit en Syrie, dénotant sans doute une fine analyse. Les ordres venaient du directeur de cabinet de notre heureux ministre des Affaires étrangères, et qui a réussi à nous dire que nous serions enlevés dès le premier moment, que les Français ne seraient pas du tout acceptés là-bas, alors que le ravissement des Syriens nous accueillant, et même des Syriennes, était tout à fait plaisant. Je vous vois un air épanoui, là. Vous avez ramené une petite femme de Syrie. Et non. Nous sommes allés les voir sur place. Alors, la plaine de la Beka, moi, j'y suis allée il y a assez longtemps, puisque je faisais des cours à l'Université de la Sagesse à Beyrouth, et que mes étudiants avaient à cœur de me faire visiter le pays. Et à l'époque, moi, ce que j'ai remarqué, que c'était le seul endroit où on voyait des pancartes avec des barbus. C'était dans tout cette partie du Liban. On voyait tout de suite, effectivement, que c'était une partie beaucoup plus musulmane. Voilà. Oui, alors je crois qu'actuellement c'est tenu par le Hezbollah, donc qui est chiite, mais qui est dans c'est musulman. Enfin. Oui, tout. Mais il y a aussi des musulmans qui sont sunnites et qui. Et donc ça se passait bien a priori, puisque j'étais allée voir une amie qui habite là, qui était tout à fait la chrétienne. La Beka en tant que telle, nous avons assez peu visité. En revanche, les montagnes sont assez hautes, enneigées, les routes sont sinueuses. Oui, cette période, c'est vrai. Et les soldats libanais qui nous ont vus arriver à la frontière avaient une légère morgue, en se demandant qu'est-ce qu'un groupe de 19 Français pouvait bien venir faire en Syrie, armés d'appareils photo et de peluches. Alors, c'est mignon ça. Vous étiez 19, alors qui était avec vous ? Des gens, soit des amis, soit des gens qui avaient entendu, soit qui avaient entendu parler. Il y en a au moins un ou deux qui sont venus parce qu'ils ont entendu parler de l'opération sur Radio Courtoisie et qui nous ont contactés suite à ça pour se joindre à nous. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes venus en groupe de France ou bien Non, nous sommes venus en groupe depuis la France, hormis 2 étudiants qui étaient à Sciences Po à Beyrouth, qui étaient en année de césure à l'étranger. Et alors, c'était une moyenne d'âge de 30 ans, le plus jeune avait 19 ans et le plus âgé 76 ans. Donc vous voyez, c'était assez varié. Je crois que ça représentait assez bien la population française. Vous formez une association ? L'association s'appelle SOS Chrétiens d'Orient. D'accord. Et donc c'est à travers cette association que ces gens sont venus. Voilà, exactement. On peut s'informer sur l'association soit par le site de Noël en Syrie, noelensyrie.fr, soit par son prochain site qui s'appellera soschrétiensdorient.fr. Et qui va décrire les nouveaux projets que nous portons et que nous vous décrirons au cours de la discussion. Très bien.
Alors pour revenir à votre question d'origine, nous partîmes le 19, et donc nous partîmes le 18 et nous arrivâmes le 19 après 2-3 heures de route depuis Beyrouth à la frontière syrienne. Donc comme le disait Charles de Meyer, les soldats libanais nous regardaient avec un peu de morgue et la première surprise que nous avons eue, c'est de voir le monde qu'il y avait à cette frontière parce que nous étions persuadés que personne n'allait en Syrie, que le trafic était mort, alors que pas du tout. On avait à peu près repéré 3 types de personnes faisant la navette. Il y avait à la fois des Libanais locaux qui faisaient visiblement qui allaient faire du commerce avec la Syrie. On voyait bien des Syriens revenant au pays puisqu'on voyait les voitures chargées, vous savez, croulant comme lors des départs en vacances à destination de l'Afrique du Nord depuis la France. Et puis il y avait aussi des grosses voitures au vide teinté, donc visiblement des Syriens, des hommes d'affaires syriens ou des officiels qui faisaient la navette. Et puis, alors après, une fois passé la douane libanaise du côté syrien, il y avait des centaines, peut-être 2000, j'estimais à 2000 camions qui étaient en attente de passer la douane. Donc j'imagine que les autorités syriennes fouillent chaque camion un par un pour voir qu'il n'y ait pas d'armes, de bombes, etc. à l'intérieur. Donc il y a du trafic routier. Ça, c'était la première surprise. Et alors vous-même, vous aviez loué des camions là-bas parce que comment vous avez fait ? Alors nous avons fait amener... Vous n'êtes pas allé en camion de France jusque là-bas ? C'est un peu compliqué. Voilà. Nous avons fait amener par fret les 4 tonnes de dons que nous avions reçus. Et nous sommes rendus par un espèce de car touristique, tout ce qu'on fait de plus cliché, depuis l'aéroport de Beyrouth jusqu'à Damas. Juste avec nos bagages, puisque le fret a pris le transporteur a pris le matériel de l'église Saint-Lambert, pour tout vous dire, à Paris, jusqu'à Damas, là où nous logions. Et il faut dire que ça a été un petit peu long de pouvoir tout distribuer vu la générosité de nos donateurs. Et donc ça nous a permis de voir de nombreux lieux où la charité s'effectue. Car il faut savoir que la Syrie, c'est un pays où les communautés s'entraident depuis longtemps. Et on voit notamment les chrétiens aider toutes les communautés auprès d'elles. Nous avons visité les sœurs franciscaines de Marie, qui aident des étudiantes à majorité sunnite à pouvoir poursuivre leurs études. Il faut savoir que la Syrie, c'est un pays très riche de civilisation et d'histoire, qui a donc vu se développer une série de solidarités naturelles, presque charnelles, entre les communautés. Et ça a culminé dans la cérémonie de Noël où on a vu toutes les autorités religieuses syriennes réunies, qui avaient un seul message, c'est la paix contre les appels à la guerre, souvent soutenus par la France. Oui, alors cette cérémonie de Noël, c'est très intéressant. Alors c'était pas une messe, parce que nous étions allés à la messe la veille au soir, la messe de minuit, donc qui était avancée d'ailleurs à 18h, parce que les Syriens ont peur dans Damas de sortir le soir. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de couvre-feu, pardon. Non, il n'y a pas de couvre-feu, on peut sortir, mais la nuit, les enlèvements sont fréquents, donc les gens ne prennent pas les taxis de peur que leur chauffeur leur fasse un mauvais coup, et puis donc au pire, ils prennent leur propre voiture, mais ils ont toujours peur de tomber sur un faux barrage de l'armée, qui sont en fait un barrage de rebelles qui les enlèvent et qui les vendent au plus offrant. Donc les dîners sont plus tôt, les boîtes de nuit ferment plus tôt, parce que tout ça fonctionne, mais tout est décalé. Donc la messe de minuit, au lieu d'être à minuit, elle était à 18h, voire même 16h dans certaines paroisses. Donc nous, le 24 décembre, nous assistons à la messe de minuit dans une église grecque catholique. Et puis le 25, à la cathédrale orthodoxe grecque, il y avait une grande cérémonie qui était organisée par le patriarche Jean X des Grecs orthodoxes et qui réunissait vraiment tout le monde. Donc il y avait les autorités religieuses de chaque communauté, y compris le nonce apostolique, donc l'ambassadeur du Vatican, qui a lu en direct le message du pape François pour la paix en Syrie. Et pendant ce temps, c'était d'ailleurs projeté sur écran géant dans la cathédrale. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits dans le monde où dans une cathédrale orthodoxe, on diffuse des images du pape de Rome. Et c'était assez beau. Et quand vous dites toutes les communautés, c'est toutes les communautés chrétiennes, il n'y avait pas de musulmans. Il y avait le grand moufti de Damas était présent. Oui. Les druzes étaient également là. Il y avait vraiment toutes les autorités religieuses de toutes les communautés, le pasteur... Donc chiites, sunnites, tout non chiites, je n'ai pas vu, mais il y a des alaouites, des sunnites, et puis toutes les communautés chrétiennes dans leur belle diversité, dans leur belle nuance.
qui étaient assemblés. C'était vraiment un moment fort. Nous avons ramené quelques photographies qu'on peut voir sur notre page Facebook notamment, où vous aviez le patriarche, le nonce et le grand moufti. Le grand moufti, tous les trois assemblés. Voilà, et le grand moufti. Facebook s'appelle comment ? Noël en Syrie. Noël en Syrie. Et le grand moufti, donc le docteur Hassoun, a fait un très beau discours pour la paix et il a parlé notamment de son expérience personnelle puisqu'il a perdu son fils ou un de ses fils qui a été assassiné à la sortie de l'université et il a déclaré avoir pardonné aux meurtriers de son fils et il est allé les rencontrer en prison pour leur dire qu'il leur pardonnait. Et ensuite, lui a succédé au micro le patriarche Jean X, donc qui était l'hôte de cette cérémonie et qui lui aussi souffre personnellement puisque son frère est un des 2 évêques qui a été enlevé à Alep dans le nord et qui depuis est retenu en otage par des islamistes. Alors donc, vous semblez dire qu'il y a un islam quasiment officiel qui serait plutôt modéré et que les rebelles, eux, seraient des islamistes fondamentalistes, politiquement engagés dans une rébellion qui est à la fois politique mais à la fois aussi fondamentaliste. Religieuse. Analyser les rebelles, c'est quelque chose de particulièrement compliqué. On peut noter qu'aujourd'hui, les principaux combats qui ont lieu en Syrie se font entre rebelles dans les provinces du nord de la Syrie, où l'armée du Levant et de l'Irak, qui est une fraction d'Al-Qaïda, fait la guerre au front Al-Nosra, et qui pourtant sont des fronts qui portent tous les deux allégeance à Al-Qaïda. S'il du fondamentalisme musulman. Ils se battent entre eux alors ? Oui, bien sûr. Ah oui. Il s'y lie du fondamentalisme musulman et des pressions politiques, notamment celles qui s'exercent pour les rivalités entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, et la présence nombreuse de djihadistes étrangers, notamment européens. On sait qu'il y a eu 2000 Allemands, plus de 700 Français qui sont passés en Syrie, souvent venant de nos zones périurbaines tant chéries par les politiques. Voilà, solidarité ethnique, donc. Voilà, solidarité fondamentaliste, d'une certaine manière. Oui, parce qu'il y a des convertis. Là, on avait vu l'histoire de ces 2 frères qui sont partis, qui étaient des Européens de longue date et qui sont convertis à l'islam. Vous n'avez pas entendu, c'était début janvier. J'avais compris qu'ils étaient justement algériens ou qu'il y avait une... Non ? Ah bon, je croyais. Des convertis. Certains articles décrivent aujourd'hui assez bien les filiales de recrutement des djihadistes, en pointant notamment le Rhône-Alpes, avec des systèmes de rabatteurs, des gens qui se durcissent sur Internet et qui sont récupérés parfois très jeunes. On a vu l'expérience de Sper qui vont combattre en Syrie complètement fanatisés. Avec ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'après il y a les récits de retour où ils ont énormément de mal à intégrer certains groupes combattants, parce qu'ils doivent apprendre la discipline, apprendre à se servir d'une arme, apprendre à obéir, et souvent le courant passe mal. Alors, pour revenir à votre question de 2 islams, alors nous on n'en a vu qu'un, puisque à Damas, la population musulmane est complètement mélangée avec les autres communautés. Nous avons notamment passé une matinée à l'université de Damas. Alors là aussi, grande surprise, elle fonctionnait. Parce que quand on part de France, on a l'image d'une ville qui est en guerre totale et où plus rien ne fonctionne. Alors c'est vrai qu'on entend la guerre, on entend tout le temps le canon tonner. On n'a jamais rien vu comme scène de guerre, mais par contre on l'a entendu, on entendait les coups de feu, les explosions, parce que parfois des mortiers tombent comme ça au hasard. Les rebelles tirent un mortier d'on ne sait où et ça tombe. Si vous êtes dessous, tant pis. Et puis on entend le canon de l'armée arabe syrienne qui tonne. Mais sinon, ça fonctionne. C'est-à-dire que l'université fonctionnait, les enfants jouent dans les parcs, les jeunes gens c'est toujours surprenant, mais je me souviens du Liban, c'était ça aussi. Et alors à l'université, quelle surprise de voir des jeunes filles voilées, donc musulmanes, se promener main dans la main avec une jeune fille chrétienne qui avait la croix autour du cou. Et ça ne correspond pas du tout au stéréotype qu'on a du Moyen-Orient, où souvent les communautés vivent très séparées. Et donc pour revenir aux questions de l'islam radical, tous les musulmans et des musulmanes que nous avons rencontrées, qu'elles soient voilées ou les cheveux libres, avaient une vision très modérée de l'islam. Mais c'est vrai qu'on nous a dit que dans certaines zones, ce n'était pas le cas. Par exemple, on a eu des témoignages de gens qui nous disaient qu'à Hama, donc dans le centre de la Syrie, donc c'était une musulmane qui nous parlait, sunnite, qui était tête nue. Elle nous disait que quand elle allait voir sa famille à Hama, même avant la guerre,
si elle y allait tête nue, elle se faisait un peu ennuyer dans la rue, puisque c'était une ville où le fondamentalisme progressait. Il y a toujours eu des décalages entre ville et campagne, d'où d'ailleurs le mot de paganisme, qui signifie que c'était dans les champs. Voilà. Et donc c'est vrai qu'à Damas, on a plutôt vu des gens qui, quelle que soit leur religion, étaient très tolérants les uns les autres, et qui surtout ne parlaient pas en public de la religion. Une petite anecdote que j'aime bien raconter, c'était une de nos guides qui travaillait pour le ministère du Tourisme, et puis parce que nous avons fait une journée de tourisme, on a visité la vieille ville, on a visité les musées, et là encore c'est ouvert, il y a même des touristes syriens, mais qui continuent à venir visiter le patrimoine historique de la Syrie, qui est magnifique, qui est très riche. Et au cours de la visite, nous visitons l'église Saint-Anani, là où a été baptisé Saint Paul par Saint Anani lors de son arrivée à Damas. Et à la sortie... Oui, bien sûr, vous avez vu le parcours. Donc, et voilà. Est-ce qu'on sait à peu près où est arrivée la chute de Saint-Paul ? C'était sur le chemin de Damas. La chute de Saint-Paul, nous n'avons pas pu voir l'endroit. En revanche, nous avons eu la porte de Saint-Paul, qui est en fait une porte qui est proche du quartier de Bab Touma, qui est le quartier dit chrétien, où en fait il y a une mixité des religions, mais avec beaucoup de communautés chrétiennes. Et donc il y a la porte Saint-Paul, par laquelle il est entré à Damas. Il faut savoir par exemple que Saint-Anani, il y a 2 traditions pour savoir où il a été exactement baptisé. Est-ce que c'est à 25 mètres de l'église ou dans l'église ? La richesse d'une civilisation possède de temps en temps quelques paradoxes appréciables. Alors, nous sommes sur Radio Courtoisie, dans le libre journal de Catherine Rouvier. Là, vous venez d'entendre Charles de Meyer, et juste avant, nous avons entendu Benjamin Blanchard, et ils nous racontent tous les deux cette fois par le détail, et moi je pose des questions bêtes comme ça, on voit bien exactement. Et oui, parce qu'on a été invités dans plusieurs émissions sur Radio Courtoisie, et les auditeurs nous ont reproché qu'on ne savait pas ce que vous avez fait là-bas. Alors voilà, là on essaye donc moi je pose des questions bêtes, vous aviez un camion ou pas Et oui, l'anecdote, on va y arriver. Dans tous les sens. Alors cette anecdote, cette dame du ministère du Tourisme, à la sortie de la visite de l'église Saint-Anani, me dit: je vous remercie beaucoup, parce que grâce à vous, j'ai découvert que ma collègue de bureau, avec qui je travaille depuis 10 ans dans le même bureau, qui je déjeune pratiquement tous les jours, je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Alors elle, la dame à qui nous parlions, était musulmane, ça se voyait pas, et elle m'a dit je suis ravi de voir que ma collègue est chrétienne, et j'ai vu ça parce qu'elle a fait le signe de croix, et qu'elle m'a dit qu'elle venait prier tous les jours dans cette église, et elle était ravie de cette découverte. Donc pour dire que vraiment les gens, ce n'est pas dans leur culture de parler de religion en public, parce que peut-être par peur des affrontements, etc. Oui, mais alors, ils veulent pas en parler, mais ils sont pas prêts à s'affronter, apparemment, puisque vous dites qu'au contraire, elle était contente que l'autre soit chrétienne. Oui. C'était... Donc c'est paradoxal, en fait. Oui, mais alors, on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit que cette espèce de cohabitation des religions, c'était un des principaux acquis du régime baathiste de la famille Assad, qui a ses qualités, qui a ses défauts aussi, bien sûr, mais en tout cas, ils nous ont dit, ils ont imposé ça par la force, mais ça a quand même bien pris, en tout cas dans les grandes villes, et notamment à Damas. Alors, ce qu'on ne comprend pas, vu d'ici, alors je ne sais pas si vous avez une idée plus précise en allant là-bas, c'est qu'ici, on nous dit que Assad fait une répression féroce, mais comment se fait-il, s'il fait une répression féroce, que les groupes djihadistes viennent jusque dans Damas ? C'est quelque chose qui m'échappe, là. Alors, le fait que Bachar el-Assad fasse une répression, sans doute. En tout cas, les combats sont ceux d'une guerre civile, avec des récits parfois horribles. Dans certains patriarcats, nous avons rencontré des mères de famille, nous montrons la photo sur leur téléphone portable de leur jeune fille décédée, avec des récits de viols et puis d'exactions tout à fait horribles. Que les groupes islamistes viennent jusque dans Damas, ça vient en fait du fait que depuis le début, il y a des quartiers qui sont particulièrement fondamentaux, un quartier notamment qui est particulièrement difficile à atteindre pour l'armée. Et on peut considérer que ça, on n'a pas d'autres informations
à donner. Puis il y a eu la trahison du Hamas aussi, le Hamas qui était palestinien, qui était hébergé par le gouvernement Assad depuis des décennies, et puis qui d'un coup, en plein milieu de la guerre civile, a changé de camp, c'est-à-dire est passé dans le camp de la rébellion. Donc la direction du Hamas a fui Damas secrètement, et quelques jours plus tard, le quartier s'insurgeait. Et évidemment, c'était un cas comme à Beyrouth, un quartier entier peuplé de Palestiniens, et dont il a fallu reprendre le contrôle. Je crois que ça a pris presque un an, puisque Oui, mais donc, s'il met presque un an pour rétablir le contrôle, ça veut dire qu'il ne bombarde pas la population. Ça, on n'en sait rien, on n'a pas vu. Mais comme je vous ai dit, nous, on est allé dans des quartiers qui n'étaient pas en guerre, donc c'est difficile de se prononcer sur ce qu'on n'a pas vu. Non, parce que c'est étonant, la durée, ça dure quand même maintenant depuis très longtemps. Il faut prendre en compte le nombre d'étrangers qui sont sur le sol syrien et les armes qui arrivent. C'est-à-dire que dans la rébellion, ce ne sont pas que des rebelles, des rebelles syriens. Il y a énormément comme disait Charles de Meyer, de combattants islamistes internationaux qui viennent d'Europe et puis du Golfe surtout, d'Afghanistan, de Tchétchénie. Et que disent les gens et avec des armes. D'où vient l'argent ? Parce qu'il faut quand même de l'argent pour armer les groupes rebelles. Alors il y a un pays qui focalise la rancœur de tous des Syriens qu'on a rencontrés, c'est l'Arabie Saoudite. Mais et son frère ennemi Qatar. Oui, avec une cible privilégiée pour l'Arabie Saoudite, et le Qatar aurait perdu sa guerre de rivalité sur place. Mais je crois avoir compris que les Saouds avaient quelque inquiétude à se faire quant à leur cote de popularité dans Damas, notamment parce que les Syriens ont l'impression qu'on a importé une guerre qui ne les regardait pas, qui ne les concernait pas, oui, c'est ça. Avec le wahhabisme derrière, qui est une manière de vivre la religion musulmane qui est complètement étrangère à un pays qui est riche de sa civilisation et riche finalement d'un dialogue religieux qui précède de loin une religion inventée de toutes pièces par les Saouds. Oui, mais ça, c'est un petit peu le fait qu'il y ait une guerre quasiment mondiale, finalement, même si elle est larvée dans certains pays, nous fait ressentir ce même sentiment. On a l'impression, nous aussi, quand on a des jeunes djihadistes comme Mera qui font des exactions, on a l'impression de l'importation d'une guerre étrangère. Oui, tout à fait. Et cette implication mondiale, et aussi également dans le camp de la paix, c'est-à-dire que les Syriens que nous avons rencontrés ont tous, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, et même orthodoxes ou catholiques, ont tous été très touchés par la veillée de prière mondiale organisée pour la paix en Syrie par le pape François. Et on a rencontré une jeune musulmane notamment qui nous a dit que ce soir-là, elle était allée prier dans une église pour la paix en Syrie avec les chrétiens. Le grand moufti de Syrie, le grand docteur Hassoun que nous avons rencontré, avait organisé une veillée de prière dans sa mosquée le même soir. Mmh. Donc c'est assez fort. Et lui-même a dit qu'il avait été très touché. Il a écrit au pape François pour le remercier de son initiative. Oui, donc on assiste véritablement, alors ça fait penser un petit peu au Liban aussi, où on assiste à des traditions de coexistence des communautés, mais qui sont finalement battues en brèche par une guerre qui est une transposition de la guerre israélo-palestinienne au niveau mondial pratiquement, avec des développements terroristes qui malheureusement essaiment un petit peu partout. Je vais peut-être lire les questions des auditeurs, car sinon ils vont être frustrés, il faut jamais frustrer les auditeurs, n'est-ce pas, cher Marc ? Surtout pas. Voilà. Alors, des questions... Mais alors, comme ils ne sont pas frustrés et que vous les contentez, en échange, il faut qu'ils envoient leurs dons à Radio Courtoisie. Oh, c'est bien, Benjamin, bravo, mais pas seulement, à Noël en Syrie aussi, alors. Les deux, on va dire les deux. Mais d'abord à Radio Courtoisie. Enfin, il y a une école pour former nos invités. On voit qu'ils passent souvent à Radio Courtoisie. Alors, il y en a pris, là, c'est bien. Alors, un homme monsieur nous dit, les intervenants disent que Valls n'est pas responsable des malheurs qu'endure la France. La réalité n'est pas celle que vous décrivez. Alors, cher monsieur, je crois que vous faites allusion à une phrase que j'ai dite et que peut-être vous n'avez pas comprise. Je disais que Valls n'était pour rien dans la baisse de 30% des agressions des bijouteries et que c'était plutôt le bijoutier de Nice qui était pour quelque chose dans cette baisse. Donc vous voyez que ce n'était pas forcément à la gloire de notre ministre de l'Intérieur, pour lequel nous avons évidemment
évidemment un très grand respect, puisqu'il est ministre de l'Intérieur. Mais bon, Et des voilà. cultes. Alors, et des cultes. Alors, un auditeur nous dit « Il existe un manuel pédagogique pour l'enseignement à l'école primaire dans lequel vous trouverez les orientations de la théorie du genre. » Certes, mais ce serait encore mieux si vous nous disiez lequel, car il y a énormément de... Quand j'étais enfant, il y avait des gens qui avaient mauvais genre. Oui, c'est ça. On est passé du BCBG au LGBT. Voilà. C'est une autre époque, mon ami. Il faut s'y faire. Nous avons changé d'air, n'est-ce pas? Bon, d'air, ERE, évidemment. Alors, le gouvernement français... Alors ça vous concerne plus. Je regarde s'il y a d'autres... Ah oui, un auditeur aimerait accompagner Béatrice Bourges, mais où est-elle? Alors, Béatrice Bourges est déjà, comme je l'ai dit, accompagnée d'une de mes colistières d'Aix-en-Provence et a reçu la visite de Paul-Marie Couteau cet après-midi. Et un cordon, nous verrons tout à l'heure si le cordon de policiers est toujours autour d'elle, mais d'après ce que m'a dit Paul-Marie Couteau, il nous le dira tout à l'heure, il y a carrément une grille qui empêche de s'approcher d'elle. Donc, c'est pas la peine. C'est la petite place qui est à côté du Palais Bourbon, qui s'appelle... Édouard Herriot. Mais à 17h30, le cordon était ouvert et donc on a pu aller la saluer juste avant l'émission. Vous pouvez aller saluer Béatrice Bourges et remarquer la forte présence policière autour de l'Assemblée. En tout cas, Paul-Marie, lui, n'a pas été arrêté. Oui, ça dépend de l'heure de l'après-midi. Alors quand même, on peut être rassuré, que les auditeurs de Radio Courtoisie soient rassurés. L'Assemblée nationale est bien gardée. Béatrice Bourges, toute seule, ne risque pas de prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Et elle risque rien non plus s'ils l'ont mis en cage. La police peut être dangereuse parfois. On a remarqué dimanche que parfois elle pouvait l'être. C'était private joke, comme on dit sur Radio Courtoisie. Alors, donc, ce qui vous concerne plus directement, chers invités... Ça c'est amusant, il y a toujours quelqu'un qui me tacle, qui adore ça, c'est pas toujours le même d'ailleurs. Chère madame, vous parlez des fêtes de Noël, personnellement je n'en connais qu'une, pourriez-vous nous dire quelles sont les autres? Mais le lendemain, la Saint-Étienne, par exemple, et puis après la fête des Saints-Innocents. Mais ça se dit, cher monsieur, les fêtes de Noël, ça se dit en bon français depuis des siècles. Ah oui, mais en bon chrétien, c'est la fête de Noël. Et puis comme la fête de Noël est une fête à octave, nous, on la fête toute la semaine ensuite, et donc... Voilà. C'est pas à mi-mille, c'est à octave. Alors, le gouvernement français, nous dit un auditeur, encourage et finance des jeunes pour aller combattre en Syrie et s'indigne de cette situation. Pas sûr qu'il les encourage et les finance quand même. Alors, quel est votre avis? il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne prend pas les mesures fortes et symboliques qu'a pris le gouvernement britannique qui retire la nationalité aux djihadistes qui rentrent chez eux. En France, on ne les encourage pas. En revanche, on n'a pas d'acte symbolique fort comme certains députés l'ont demandé pourtant. Et oui, et donc on leur dit de retourner là-bas parce qu'ils y sont si bien, c'est ça? Que disent les Anglais qui sont très pragmatiques en fait, comme gens. Alors, est-ce que votre groupe, ça c'est une auditrice, est-ce que votre groupe est parti, est-ce qu'avec votre groupe est parti le docteur Jean-Pierre Willem en Syrie qui a dit être allé à Malouka. Oui, alors, effectivement, le docteur Willem était avec nous et par contre nous ne sommes pas allés à Maaloula. C'était au tout début quand nous avons lancé cette idée de voyage en Syrie, c'était suite à la prise de Maaloula, je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre 2013, quand les islamistes ont pris Maaloula et ont chassé les habitants, en tuant certains, en forçant d'autres à se convertir. On n'a rien su ici pratiquement, sauf par Internet. Voilà, et donc c'est avec Charles de Meyer, nous avons été indignés par cette situation et nous avons décidé de faire quelque chose. Nous ne voulions pas rester les bras croisés. Donc un des objectifs du voyage, c'était d'apporter de l'aide à Maaloula. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'armée a reconquis Maaloula, et puis en décembre, Maaloula est retombée une deuxième fois. Mais suite à cette rechute, avant cette rechute, les habitants avaient fui. Donc à Maaloula, il n'y a plus personne actuellement, sauf des islamistes, et même les sœurs n'y sont plus puisqu'elles ont été enlevées. Et donc, évidemment, nous ne pouvions pas aller à Maaloula, d'une part parce qu'il n'y avait plus personne, et puis d'autre part parce que c'est impossible, c'est très dangereux, puisque c'est aux mains des islamistes. Donc, nous ne sommes pas allés à Maaloula. Par contre, nous avons rencontré de nombreux réfugiés de Maaloula, à qui nous avons distribué des cadeaux. Alors, quelle que soit la communauté à laquelle ils appartiennent, puisque au patriarcat grec-catholique, nous avons distribué des cadeaux de Noël aux réfugiés de Maaloula. Pareil au patriarcat grec-orthodoxe. Quand Charles de Meyer parlait des sœurs franciscaines de Marie, qui s'occupent également de réfugiés de Maaloula et d'autres villages des alentours qui ont été pris récemment. Donc, nous avons fait ce que nous avons pu.
Mais alors là aussi, oui, c'est surprenant. Vous dites l'armée syrienne, donc officielle, prend Maaloula et elle est reprise par les rebelles. Donc ça suppose que les rebelles aient quand même une force de frappe impressionnante, parce que l'armée syrienne n'est pas indigente. Enfin, Je peux vous transmettre du moins la réponse qu'on a sur place quand on pose la question. C'est que les rebelles utilisent les lieux historiques patrimoniaux comme des cibles particulières, en sachant parfaitement que le gouvernement a du mal à bombarder ces sites qui sont à la fois un intérêt économique et puis la preuve de la civilisation. C'est donc, pardon. C'est ce que je voulais dire, c'est une des villes les plus extraordinaires qui soit. Donc, vous avez effectivement. été, cher Marquis ? Oui, bien sûr. Oh, il a été partout. Quelle chance, incroyable. Oui, c'était une période de paix. Il y a oui, c'est longtemps. ça, c'est pour ça. Et effectivement, c'est la raison, c'est ça, c'est que ils ont quand même encore un reste de quelque chose, quoi qu'on en dise. Et les autorités ont peur de tout casser, quoi. Voilà, et puis d'un point de vue strictement intéressé, c'est que s'ils détruisent tout le patrimoine culturel, ils n'auront plus de tourisme. Et le tourisme était une des sources de revenus importantes de la Syrie. Donc je pense que le gouvernement n'est pas idiot ni fou. Et donc il cherche. La police, on peut sécuriser un village, non ? Enfin, je sais pas. Mais le problème, c'est que la Syrie est grande, chère Catherine, et qu'il y a beaucoup de troupes très mobiles qui ont décidé de se concentrer sur un endroit, et donc l'armée ne peut pas être partout. Et puis, on connaît les effectifs des rebelles, à peu près, par rapport à l'armée officielle ? Je n'en sais rien. Non, ça doit être... Mais le docteur Willem est venu en parler dans la dernière émission de Gérard Marin. Enfin, ça corrobore ce que vous êtes en train de dire. Et on a évoqué tous les deux cette ville absolument sublime, mais bon... Mais imaginez qu'il y ait des insurrections et que le gouvernement veuille reconquérir la Normandie, il va hésiter à bombarder le Mont-Saint-Michel, quoi. Voilà, mais par exemple, à Maaloula, ce n'était pas une insurrection. Hein, qu'on soit bien clair, la population de Maaloula ne s'est pas soulevée contre l'armée. Elle a été envahie par des hordes d'islamistes, de barbus. La population, justement, est-ce que... Elle ne parle pas de ça, elle en parle, elle prend parti, ou est-ce qu'elle est silencieuse par prudence ? La population, elle a un trait caractéristique, c'est qu'elle a un magnifique espoir en l'avenir. Moi, je n'en ai pas croisé un qui ne me disait pas vouloir continuer à bâtir, travailler au lendemain de la Syrie et retrouver une paix qui leur faisait honneur. Et d'ailleurs, ils ont un contre-exemple juste à côté de chez eux, c'est le Liban. Ils craignent tous une libanisation de la société. Il y a d'ailleurs un début de livre intéressant à ce sujet, c'est celui de George Korn sur le gouvernement mondial, où il décrit très bien le fait que l'importation d'une guerre à l'étranger peut briser tout un modèle de société et empêcher tout retour en arrière, tout rétablissement d'une société vivable pour l'ensemble des communautés. Donc cet anti-modèle du Liban leur fait très peur. Et alors, au niveau de la prise... Anti-modèle, là aussi, c'est une situation qui a été gâchée, parce qu'il fut un temps où le Liban... Mais il y avait beaucoup plus de chrétiens aussi, il y avait un équilibre beaucoup plus grand, c'est ça. Puis d'un temps où ça cohabitait quand même bien. Au niveau des prises de position politique, j'ai trouvé que les gens nous parlaient assez facilement de la situation politique. Nous avons rencontré des gens qui étaient bien sûr très favorables au gouvernement actuel. C'est pas étonnant puisqu'on a été reçu quand même par les autorités, puisqu'on en avait besoin pour être protégés. Donc évidemment que les autorités étaient très favorables à leur propre gouvernement. Dans la population, le principal trait caractéristique de ce qui m'a semblé, je parle sous le contrôle de Charles de Meyer, c'est que les gens en ont marre. Et qu'ils ont marre, ils ont envie que ça se termine et que ça se termine. Ça dure depuis combien de temps ? Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Et ils en ont marre, ils veulent que ça se termine et ils sont sûrs d'une chose, c'est qu'ils ne veulent pas que les islamistes gagnent. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils soient tous des grands admirateurs de Bachar el-Assad. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils ne disent pas qu'il y avait des problèmes, qu'il y a des problèmes, qu'il y ait parfois de la corruption, qu'il y ait parfois une police un peu trop omniprésente qui se mêle de tout. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on n'en a pas entendu même hors caméra, même hors traducteur, qui nous disent qu'ils souhaitaient la victoire des islamistes. Et donc, ils souhaitaient tous que l'armée arabe syrienne remporte cette guerre. Alors, on est resté à Damas, on a vu les gens qu'on a vus. Je prétends pas que c'est la vie de 100% des Syriens. En tout cas, c'est ce que nous, on a perçu, c'est ce que nous, on nous a dit. Et donc, la vision qu'on nous veut à tout prix nous faire croire dans les médias de l'oligarchie en France, qui serait que la population syrienne serait majoritairement opposée à Bachar el-Assad, actuellement, en 2014, ce n'est pas du tout ce que nous avons perçu, et c'est exactement l'inverse.
Donc ce que vous dites, c'est que les chrétiens, mais aussi des musulmans modérés, disons, sont contre la victoire d'un islam qui est guerrier et qui est fondamentaliste, en fait. Exactement. Alors peut-être que ce n'était pas le cas au tout début. Oui. Je n'y étais pas, je ne peux pas vous dire, mais peut-être qu'au début, la rébellion n'était pas étiquetée comme étant islamiste. Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas... Il y avait aussi une opposition, un petit peu comme dans les pays arabes avant la Révolution, une opposition dite démocratique qui... Voilà, après ce que pensent beaucoup de Syriens, c'est que cette opposition a été instrumentalisée dès le départ par l'Arabie Saoudite et le Qatar et par les islamistes. Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, je ne m'engagerai pas là-dessus. Il y a des chances. Mais c'est ce qu'on nous a dit, et y compris de gens qui étaient à l'origine plutôt opposants au gouvernement, mais qui maintenant souhaitent la victoire du gouvernement et de l'armée arabe syrienne. Alors, est-ce que l'exemple de ce qui se passe en Égypte les réconforte? C'est-à-dire que quand même, on a mis un point d'arrêt à cette conquête du pouvoir par les frères musulmans en Égypte. Bon. Est-ce que l'armée et le maréchal... Quand il parlait de l'étranger, il nous parlait soit de la Russie, soit de l'Arabie. Donc la Russie en positif, l'Arabie saoudite en négatif. Et j'avoue que je ne me souviens pas avoir discuté de l'Égypte avec eux, mais c'est sûrement un tort. Leur donner Charles de Meyer, peut-être. Certain espoir, parce que la progression des frères musulmans a été stoppée net. Hein. C'était quand même... assez impressionnant. En Tunisie, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils tentent véritablement d'arriver à un gouvernement équilibré malgré la présence des frères musulmans. Mais peut-être qu'en Syrie, alors je ne connais pas l'Égypte, j'ai très peur de faire une erreur, mais en Syrie, en tout cas, les chrétiens se sentaient institutionnellement protégés par le gouvernement Assad. Alors, est-ce que c'était le cas sous Moubarak en Égypte? D'accord. Oui. En Égypte, jusqu'avant tout ça, les chrétiens vivaient tranquillement. Les Coptes, on les enquiquine que depuis... Mais avant, ils étaient là depuis 1000 ans. Alors, on va revenir ensuite sur des choses pratiques que vous nous racontiez. Vous êtes resté combien, une semaine? 10 jours. 10 jours. Donc, vous nous racontiez un petit peu plus en détail. Mais auparavant, je donne la parole aux auditeurs qui me disent donc... ce sont deux auditrices. Je suis allée aujourd'hui à 15h rendre visite à Béatrice-Bourges. Les policiers m'ont dit qu'elle était partie faire une prise de sang, qu'ensuite elle rentrait chez elle. Et une autre... Eh bien, elle est revenue sur place. Voilà. Les policiers n'ont pas dit la vérité. Puisque nos invités l'ont vu après. On peut préciser qu'elle a été accompagnée par un policier jusqu'à chez son médecin qui s'était pourtant déplacé sur place, et la commissaire de police a senti... par élégance, le besoin de la faire accompagner par deux gardes du corps bien armés. C'est vrai qu'elle est redoutable. La République est bien gardée. Surtout en n'ayant pas mangé depuis 2 jours, effectivement, elle risque de... Alors, les femmes en colère pour soutenir Béatrice-Bourges. Ceci nous vient de Madame Brassier, qui n'est pas tout à fait une inconnue sur cette antenne. Communiqué de presse, le collectif des femmes en colère vous appelle à manifester votre soutien à Béatrice-Bourges pour défendre l'âme de nos enfants. Elle met en danger sa vie en jeûnant près de l'Assemblée nationale. Pour obtenir le départ de François Hollande de la présidence, elle fait le choix de la non-violence absolue. Tous les jours, dans toutes les manifestations, portons une écharpe ou un brassard blanc. Nous devons choisir, rester en l'état et accepter les lois iniques ou nous manifester à ses côtés. Très bien. C'était donc toujours de tous les combats. Formidable. Brassard blanc. Donc voilà, et nous reparlerons tout à l'heure de Béatrice puisque nous l'aurons même en ligne. Alors revenons donc à vous. Donc vous arrivez quelques jours avant Noël, vous passez les fêtes de Noël. Vous étiez dans des familles? Vous étiez comment? Malheureusement, ce n'était pas possible. Pour tout raconter aux auditeurs de Radio Courtoisie, j'avais, grâce à contact sur place, le père Elias Zalaoui, qui s'occupe également beaucoup de réfugiés. Je crois qu'il a 400 familles à sa charge. Il nous avait réservé dans 2 paroisses des chambres. Alors, je ne sais pas très bien à quoi ça ressemblait, qui n'étaient pas chères du tout. Et nous devions loger là-bas. Et finalement, la veille du départ, j'apprends qu'on avait un hôtel réservé par le gouvernement syrien. Donc, nous étions dans un hôtel très bien, invité par le gouvernement syrien. C'était pour des raisons de sécurité et effectivement c'était assez rassurant parce qu'il y avait des gros risques d'enlèvement quand même, puisque notre visite, vous pensez bien, 19 Français en Syrie, ce n'est pas passé tout à fait inaperçu, et surtout que nous en avions parlé avant, puisque c'était aussi le but, c'est de faire parler de la Syrie, et donc nous étions dans un hôtel.
Et alors, ces réfugiés, d'où viennent-ils en priorité? Les réfugiés qui sont arrivés à Damas, donc vous étiez à Damas. Alors, il faut savoir que Damas n'était pas la première ville de Syrie en termes de population avant le début du conflit. Et depuis le conflit, il y a un problème de surpopulation à Damas, c'est-à-dire que les campagnes qui sont prises par les rebelles ou qui sont simplement victimes de la guerre civile envoient en masse leurs habitants dans la ville de Damas. Donc j'imagine qu'ils doivent venir de part et d'autre de la Syrie. En revanche, l'afflux de réfugiés pose des problèmes, notamment économiques. Parce qu'on les loge comment? Ils n'ont pas fait des camps de réfugiés avec des tentes quand même? Pas encore? Non, on n'a pas pu aller dans les camps de réfugiés. Il y a des camps de réfugiés, oui, c'est ça. Oui, mais on n'a pas pu y aller pour des raisons de sécurité, encore une fois. Donc on est vraiment resté dans des zones très, très tranquilles. Pour compléter ce que disait Charles de Minière, c'est pas forcément évident qu'il y ait des zones entièrement tenues par les rebelles, en tout cas autour de Damas. Mais par contre, ils font des raids et les gens ont peur. Et donc, les gens viennent se réfugier là où c'est plus ou moins sûr, c'est-à-dire dans les grandes villes et notamment... Oui, mais comment font-ils? Comment logent-ils? C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse solidarité familiale. Les paroisses et les mosquées se sont très largement, toutes les communautés religieuses se sont mobilisées. Les pouvoirs publics aussi, il y a des stades, des gymnases, etc. Donc ils viennent en ville pour être à l'abri. On a assisté à une distribution d'aide de nourriture par le ministère des Affaires sociales. Donc il y avait des réfugiés qui venaient recevoir l'aide alimentaire. On a vu aussi des réfugiés faisant la queue devant le patriarcat grec-catholique pour une distribution d'aide alimentaire également. Donc la solidarité se développe. Mais par contre, une chose m'a frappé, c'est qu'on ne voit pas de mendiants dans la rue. Est-ce que la solidarité familiale joue encore à plein? Ouais. Et des pauvres, il y en a sûrement. Des gens qui n'ont plus de travail, il y en a, mais et ils se trouvent toujours à être hébergés quelque part. Alors, on m'a demandé récemment de faire un petit topo sur la solidarité entre les générations, puisque vous savez que l'Europe a même fait un jour spécial de solidarité entre les générations, qui sera le 29 avril. Donc, quand on fait un jour pour quelque chose, souvent c'est que c'est pas bon signe. Ça fonctionne pas toujours très très bien. Et j'ai dit ça, inspiré par l'exemple de la Grèce que je connais bien. Et j'ai dit, c'est vrai que nous avons ce phénomène finalement je dirais presque d'enfermement, des vieux dans des maisons de retraite, etc., des très jeunes enfants, etc., et aussi des gens un petit peu un petit peu étranges, on va dire, également dans des structures hospitalières, alors que dans les sociétés orientales, bien souvent, ce sont les familles qui prennent en charge les gens jusqu'à leur mort, c'est-à-dire ne les mettent pas dans des maisons spéciales, et les tout petits enfants, évidemment, les grands-parents gardant les petits-enfants, et ceux qui ont quelques difficultés d'adaptation, on va dire, à la vie, souvent on leur trouve un petit boulot, on les garde, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a donc pas de mendiants, et beaucoup moins aussi d'hôpitaux psychiatriques et de maisons de retraite. C'est effectivement la solidarité familiale qui joue, et c'est vrai qu'on a un petit peu oublié ça, parce que je suppose que nos sociétés étaient à peu près constituées de la même façon, mais... quelque chose qui a beaucoup changé. Il y a des analyses historiques très intéressantes sur le sujet. La loi sur les pauvres, le décret de Spinamland en Angleterre lance une partie de tout ce qui est la déstructuration des solidarités charnelles. À partir de ce moment-là, la pauvreté est institutionnalisée et l'homme rendu à l'état de marchandise. Donc on peut y voir des conséquences politiques très importantes, avec notamment ce livre dont on ne peut pas tirer que des bénéfices, mais qui explique beaucoup des drames actuels, qui est celui de Karl Polanyi, qui s'appelle La Grande Transformation, et qui, sur la réduction de l'homme à l'être économique, est tout à fait intéressant. Donc, autrement dit, sans solidarité familiale, l'homme est la proie, finalement, de systèmes qui s'installent et qui sont plus ou moins marchands, effectivement. Et le pendant de cette solidarité familiale, en Syrie, c'est également le sens de l'accueil. Parce que peut-être que des amis syriens nous écoutent Radio Courtoisie jusqu'en Syrie grâce à Internet. Grâce aux applications sur les iPhones. Voilà, tout à fait. Et si tel est le cas, je les salue bien amicalement et je tiens à les remercier pour leur accueil très chaleureux, parce que quel qu'il soit, de toutes conditions, des plus riches aux moins riches, on a vraiment été reçus très très chaleureusement par tous les Syriens, et ça c'était vraiment fantastique, et on ne les
les oublie pas et on espère les revoir très vite là-bas d'ailleurs. C'est vraiment une caractéristique des chrétiens orientaux, parce que même les communautés qu'on a pu rencontrer à Paris sont toujours d'une ouverture et d'une générosité tout à fait extraordinaire. Oui, alors quelles sont les traditions? Par exemple, en Grèce, quand vous arrivez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, il va vous offrir une sucrerie, un verre d'eau, va vous faire asseoir et éventuellement va vous dire mais vous pouvez rester toute la journée, même coucher d'ailleurs. Est-ce que c'est ce genre de... Là, généralement, quelle que soit l'heure de la journée, on commence par nous offrir du café. Ah voilà. Alors, je sais plus ce qui accompagnait le café, j'avoue, je sèche, mais on avait toujours des petites choses à grignoter avec. Et en premier, c'était le café. Et puis les repas pantagruéliques avec succession d'entrées, donc le houmous et tout ça, le taboulé. Donc la nourriture ressemble à une nourriture libanaise, en fait. Oui, c'est très proche. Ouais. Voilà. Et puis après, quand on croit que le repas est terminé, on passe au plat de résistance. Et puis après, les ça dure 3 desserts. heures, c'est ça, les repas. Voilà. Est-ce qu'il y a le narguilé ça m'avait beaucoup frappé ça au Liban. Il n'en manque pas. Et non, ça m'avait beaucoup frappé parce que je ne savais pas qu'on mangeait, on fumait, on remangeait. Je pensais que c'était 2 moments différents. Alors que là, on apporte le narguilé. Oui, alors on a attendu une explication d'une de nos... d'une dame qui nous a reçus très bien là-bas, Evelyne, qui nous dit que c'est mieux de fumer en mangeant pour la digestion. Sinon, ça fait gonfler si on fume après le dîner. Voilà. Un endroit merveilleux où on peut encore fumer. Et à propos de la fumée, avant la guerre, en Syrie comme en France, il était interdit de fumer des cigarettes dans les restaurants. Il fallait sortir. Il y avait une loi. Alors, je ne sais pas si elle a été appliquée. En tout cas, la loi existait. Et depuis le début de la guerre, cette interdiction a été levée puisque c'est dangereux de rester. Alors, faisons la guerre. C'est dangereux de rester. Alors, comme je ne suis non fumeur, j'ai beaucoup souffert là-bas. Et comme je suis fumeur, nous avons... Comme je suis fumeuse, je souffre beaucoup dans ce pays où il faut se geler. Alors venez avec nous la prochaine fois, chère Catherine Rouillet. Mais ça, volontiers, de toute façon. J'aimerais beaucoup aller en Syrie. Est-ce que vous avez vu les autres merveilles? Parce qu'il y en a beaucoup. Comment s'appelle cette ville? Petra, Petra, c'est en Jordanie. C'est en Jordanie, Petra. Il y a Palmyre Voilà, mais c'est pas très loin. Tout ça est très proche. J'ai failli aller à Petra en partant du Liban. Et puis, c'est magnifique, c'est extraordinaire ces décors. Il faut dire que nous étions quand même un petit peu occupés à distribuer nos cadeaux. Donc alors oui, racontez, parce que leur tour, vous nous racontiez, alors vous aviez quel genre de cadeaux et pour quel genre de gens? Est-ce que vous avez pour les enfants? Donc j'ai bien compris d'abord. Alors il y avait 3 types. Il y avait d'abord on va commencer par le plus simple. Les couvertures, on les a toutes données à une seule œuvre. Ce sont les frères lazaristes qui sont dans le quartier de Bab-Touma, qui s'occupent, qui ont une école, qui ont un centre pour handicapés et qui en plus s'occupent de réfugiés. Donc si j'ai bien compris, toutes ces couvertures c'était pour leurs réfugiés et ils nous les avaient demandées expressément avant notre venue. Donc voilà, les couvertures données par les auditeurs de Radio Courtoisie, vous savez où elles sont allées. Voilà. On leur a remis en main propre. Elles se sont pas perdues chez les intermédiaires. Ensuite, les vêtements, bien c'était pour les réfugiés. Donc nous en avons distribué aux réfugiés du patriarcat grec orthodoxe, aux réfugiés du patriarcat grec catholique, aux sœurs franciscaines de Marie. Voilà, je crois que... Et puis, il y a 2 orphelinats, les filles de martyrs et les fils de martyrs. Et ensuite, on avait des jouets, et qui, là, ont été distribués à des enfants, puisque ce sont des jouets, donc des jouets et des peluches. Et alors là, nous avons, bien sûr, les réfugiés des 2 patriarcats, comme nous l'avons dit, plus un orphelinat qui est gouvernemental, parce qu'en fait, je crois que la plupart des orphelinats ou la totalité sont tenus par les autorités, un hôpital d'enfants, puis j'oublie peut-être quelque chose, mais en tout cas c'était vraiment très très émouvant, notamment la visite à l'hôpital d'enfants, de voir tous ces petits... Il y a des enfants blessés de guerre aussi blessés de guerre ou d'autres, mais beaucoup qui suite à la guerre, malades, des maladies, peut-être la malnutrition, je sais pas, mais en tout cas beaucoup d'enfants. Un cadeau qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est qu'en faisant une réunion publique dans l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, nous avions récupéré le cadeau d'une bigoudaine qui avait donc depuis une bigoudaine vraisemblablement âgée de 80 à 90 ans et qui voulait que nous l'offrions à l'enfant le plus pauvre que nous croisions en Syrie. Alors on n'a pas fait évidemment d'études pour savoir quel était l'enfant le plus pauvre, mais à l'hôpital Saint-Louis, nous avons croisé une mère qui a été ravie d'avoir cette peluche et qui après brandissait le drapeau français. Et au-delà de l'émotionnel, c'était quand même un beau moment parce que c'était vraiment ce que nous recherchions, un signe concret, réel, d'une amitié entre des peuples qui se respectent. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit.
la maîtrise du français, l'amour du français, de la civilisation française est très présente, et notamment un marqueur social. C'est-à-dire que les gens faisaient tous l'effort d'essayer de nous parler en français, même s'ils le maîtrisaient mal. Il y a tout un département de l'université de Damas qui est consacré à l'étude du français. C'était d'ailleurs une langue qui était autrefois obligatoire dans le lycée, suite à une loi du président Bachar el-Assad. Autrefois, il y a 2 semaines. Hein. Oui, c'est autrefois. Oui. Et donc aujourd'hui... naguère Aujourd'hui, c'est optionnel, puisque le russe a été introduit en concurrence au français pour des raisons diplomatiques que chacun comprendra. Alors, nous sommes sur Radio Courtoisie, libre journal de Catherine Rouvier, première partie d'émission, et nous recevons Benjamin Blanchard et Charles de Meyer, que vous venez d'entendre, à propos de leur voyage en Syrie pour les fêtes de Noël. Organisé par l'association SOS Chrétien d'Orient. SOS Chrétien d'Orient, et donc les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont été fort généreux peuvent ainsi, à travers notre émission, savoir ce qu'il est advenu de leur couverture, de leurs peluches et d'autres cadeaux. Et donc cette dame Bigouden, vous lui avez expliqué, vous l'avez revue depuis? J'ai cru l'apercevoir dans une conférence que nous donnions à Liberté Politique, oui. Mais elle est partie tôt, parce que par définition, elle est assez âgée. J'espère qu'elle nous écoute ce soir sur Radio Courtoisie. Mais en tout cas, c'était vraiment... Ça ne se fait plus, la poste n'a plus de lettres, il faut en faire une. Ah, mais nous y travaillons, et je peux vous assurer que nos 2000 donateurs vont tous recevoir un courrier bientôt qui prend un peu de temps, parce que par définition, ils sont 2000. Forcément. Donc, je peux vous donner un petit grain de sel à propos de la Bigouden, puisque ce cadeau est parti vers l'Orient. Lorsque l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile a eu 100 ans, c'est-à-dire dans les années 60, le curé de l'époque a dit « ça serait bien qu'on ait une grande autorité de l'église qui vienne pour fêter les 100 ans de Saint-Eugène, qui ne s'appelait pas encore Saint-Eugène-Sainte-Cécile à l'époque. » Et ce prêtre, qui était l'abbé du Moulin de la Barthette, le frère du chef de cabinet du maréchal, a réussi à faire venir son éminence, le cardinal Eugène Tisserand, qui était donc le premier personnage après Pie XII. Et il est venu à Saint-Eugène célébrer une messe que votre serviteur a servie, c'était une messe basse. Non. Parce que le prénom de... C'est ça, j'ai remarqué. Oui, parce que vous avez été enfant de cœur. Oui, je l'ai écrit dans tous mes livres. Et... tous les auditeurs n'ont pas lu tous vos livres, ils vont le faire. Alors, ils vont le faire. Très mal, Catherine Rouvier. je vais finir, sinon ça n'aura plus ni queue ni tête, ce que je veux dire. Et donc, Eugène Tisserand est venu, parce qu'il s'appelait Eugène, pour les 100 ans de Saint-Eugène. Et à cette occasion, on a rappelé, et je vous le rappelle, que le titre de son éminence, le cardinal Eugène Tisserand, doyen du Sacré-Collège, c'était Patriarche d'Orient. Voilà. Donc, vous voyez, ça avait... à travers le temps. Et j'ai rajouté un des nombreux patriarches d'Orient, puisque on en a croisé quelques-uns à Damas. Je vois que vous n'avez pas connu le cardinal Tisserand. Le patriarche d'Orient, au sens, ça voulait dire quelque chose. Moi non plus, je ne l'ai pas connu, j'avoue. Attendez, mais je vous garantis que si on est... moi, je commence à être un peu âgé. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Le cardinal Tisserand, c'était un personnage extraordinaire, et c'est l'un des rares Français qui avait la nationalité vaticane. Enfin, toute une histoire autour du cardinal Tisserand qui est extraordinaire.